La lumière du matin me paraissait étrange, comme si elle avait oublié sa chaleur. Je clignais des yeux face aux rayons du soleil qui filtraient à travers les rideaux, tentant de chasser le poids qui pesait sur ma poitrine. Daniel me sourit de l'autre côté de la pièce, son expression lisse, presque mécanique. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une froideur distante qui me nouait l'estomac. Je ne voulais pas la voir, je ne voulais pas l'admettre, mais je savais qu'elle était là. Lina, ma plus proche amie depuis des années, fredonnait gaiement dans la cuisine. Sa voix était légère, presque trop légère, et elle me donnait la chair de poule. Il y avait quelque chose derrière tout ça, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Je voulais me convaincre que j'imaginais des choses, que j'étais simplement fatiguée ou paranoïaque. Mais un simple regard, une lueur de malice dans ses yeux, et mon cœur s'emballait. J'ai préparé mon petit déjeuner machinalement, les mains tremblantes tandis que je versais mon café. Daniel a fait une remarque sur le week-end, quelque chose de banal et d'insignifiant, et je me suis rendu compte que je n'écoutais même pas. Mon esprit revenait sans cesse à ce malaise qui me rongeait. J'ai remarqué que la main de Daniel s'attardait sur la table plus longtemps que nécessaire, que Lina avait ri un peu trop tard à sa blague. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, un instinct me signalant que quelque chose clochait. Puis je l'ai vu. Une notification sur le téléphone de Daniel, négligemment posée sur le comptoir. Un message de Lina. J'ai eu un mauvais pressentiment. Je ne voulais pas regarder, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Les mots se sont gravés dans ma mémoire. Un simple échange chargé de secrets et de mensonges. Tout ce que je croyais savoir, le confort de mon mariage, la loyauté de ma meilleure amie, s'est effondré en un instant. Mes mains tremblaient tandis que je reculais, la poitrine serrée, le souffle court. La colère et l'incrédulité tourbillonnaient en moi comme une tempête. Comment était-ce possible? Tous ces rires, ces moments partagés, cette confiance. Je l'avais donnée sans hésiter, sans jamais me poser de questions, sans jamais imaginer qu'une trahison puisse se cacher si près. Et pourtant, elle était là, indéniable, indéniable et brutale. Je ne pouvais pas pleurer, pas encore. J'avais l'impression que mon corps était figé, mon esprit suspendu dans l'incrédulité. Chaque mouvement dans la pièce, l'étirement désinvolte de Daniel, le rire de Lina, me semblait une moquerie, un cruel rappel de cette vie qui n'était qu'un mensonge. Je voulais hurler, tout déchirer, exiger la vérité, mais une partie de moi était paralysée, prise entre le choc et la douleur vive et lancinante qui me transperçait. La voix d'Éric perça mon brouillard. « Hé, ça va ?» demanda-t-il doucement, le front plissé d'inquiétude. Il m'observait de l'autre côté du bureau, remarquant les changements subtils, la raideur de mes mouvements, la façon dont mon regard fuyait quand je pensais être seule. Sa présence était rassurante, un point d'ancrage dans un monde qui semblait soudain perdre le contrôle. J'ai tenté d'acquiescer, de paraître normale, mais ma gorge me brûlait, mes lèvres tremblaient. Éric n'a pas insisté. Il est simplement resté près de moi, un point d'ancrage rassurant, m'offrant son soutien silencieux. À cet instant, j'ai compris que je n'étais pas complètement seule. Il y avait quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui voyait qui j'étais vraiment, au-delà des sourires soigneusement entretenus et des façades polies. J'ai quitté la pièce sous prétexte d'avoir besoin d'air, pour me retrouver dehors dans la fraîcheur matinale. Le soleil brillait, mais sans apporter ni chaleur ni réconfort. Mon reflet dans la vitre de la voiture m'a prise au dépourvu, les yeux grands ouverts, pâle, hanté. Le monde semblait d'une normalité trompeuse, se moquant de moi par son calme ordinaire, alors qu'à l'intérieur, tout s'était effondré. Je serrais les poings, un serrement féroce et silencieux se formant en moi. Je ne laisserai pas cela me briser. Pas complètement. Je survivrai à cette trahison. Et un jour, ceux qui avaient abusé de ma confiance comprendraient le prix de leurs mensonges. Pour l'instant, je restais là, immobile, essayant de reprendre mon souffle, de calmer mon cœur qui battait la chamade.
La journée avait commencé et tout avait changé. L'air de ma vieille chambre est lourd, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient de chaque larme que j'ai versée. Je m'affale sur mon lit, agrippée au bord de la couette, et laisse les souvenirs m'assaillir. Chaque sourire de Daniel, chaque rire forcé de Lina, chaque trahison soigneusement dissimulée. Le poids suffocant de la perte m'accable, et un instant, je crois que je vais disparaître sous son emprise. Mais au milieu de cette douleur, une lueur persiste, une étincelle que je croyais éteinte. De la colère, certes, mais plus intense encore, une détermination tranquille. Je me redresse, contemplant les lieux familiers, les posters au mur, l'étagère de livres que j'avais délaissée pendant des mois, la fenêtre qui donne toujours sur la rue que j'arpentais jadis pleine d'espoir. Je comprends alors que la vie que j'ai perdue n'était pas une fin, mais un commencement qui n'attendait que moi. Un léger coup à la porte me tire de ma torpeur. Eric est là, une petite tasse de thé à la main, le visage impassible. Il entre sans attendre d'invitation et s'installe dans le fauteuil près de mon lit. « Tu n'es pas obligé de traverser ça seul, » dit-il doucement, et pour la première fois, ses mots percent le brouillard du désespoir. J'ai envie de protester, de lui dire qu'il ne peut pas comprendre, que mon cœur est brisé, d'une manière qu'aucun simple réconfort ne saurait apaiser. Mais en plongeant mon regard dans ses yeux fermes, j'entrevois une lueur de lucidité. Eric ne voit pas seulement ma douleur, il voit la femme que je suis capable de devenir. Lentement, j'acquiesce. Nous parlons pendant des heures, doucement, avec précaution. Il me rappelle que j'ai une seconde chance, une chance de me reconstruire, de retrouver qui je suis sans l'ombre toxique de Daniel et Lina qui planent sur moi. Je commence à imaginer les étapes à suivre, apprendre la patience, observer, planifier. L'idée d'une stratégie remplace la douleur lancinante dans ma poitrine, et je ressens un sentiment de contrôle que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Dehors, le monde continue de présenter un contraste cruel. J'aperçois Daniel et Lina étalant leurs mensonges comme si l'univers leur devait des applaudissements. Leurs sourires sont acérés, calculés, destinés à provoquer, à humilier. La colère me monte au cœur, mais je dissimule soigneusement mes réactions. Pas de confrontation dramatique, pas d'impulsion hâtive. Je comprends maintenant que le silence, l'observation et le bon moment peuvent avoir un pouvoir bien plus dévastateur que n'importe quelle explosion de colère. Je relis les messages, les photos, les bribes de preuves que j'avais patiemment rassemblées. Chaque pièce est un puzzle, chaque détail une arme potentielle pour l'avenir. Je laisse ces souvenirs me nourrir, au lieu de me briser. Grâce à la présence d'Eric, à la conscience de ma propre résilience et à la flamme sourde de ma détermination, je commence à entrevoir un chemin à suivre, un chemin où je ne suis plus la victime, mais l'architecte de ce qui m'attend. Cette nuit-là, je reste éveillée dans la pénombre qui filtre à travers les persiennes. La douleur de la trahison persiste, mais elle ne me paralyse plus. Au contraire, elle aiguise ma détermination. Demain ne sera pas l'heure de la vengeance, du moins pas encore. Demain sera l'heure de se préparer, d'apprendre et de renaître de mes cendres, plus forte qu'avant. Je ferme les yeux, imaginant un avenir où je détiens le pouvoir, où le silence est plus éloquent que les mots et où, enfin, c'est moi qui maîtrise mon destin. La journée commence par une douleur sourde dans la poitrine, un rappel lancinant que rien n'est ce qu'il paraît. Les salutations matinales de Daniel sont trop polies, trop répétées. Le rire de Lina résonne un peu trop fort, comme si elle jouait la comédie pour un public inexistant. Je les observe tous les deux, faisant semblant de siroter mon café, les doigts tremblant légèrement, malgré mon calme apparent. Je me réfugie dans un coin de la pièce où se trouve mon téléphone et je parcours les messages que j'ai conservés ces dernières semaines. Des indices subtils sautent aux yeux, des appels à des heures indues, des SMS effacés avant même que je puisse les lire, des réponses évasives à mes questions les plus simples. Chaque détail ajoute une couche à la tapisserie de mensonges qu'ils ont tissée.
Un mélange de tristesse et de colère m'envahit. Depuis combien de temps joue-t-il à ce jeu dans mon dos? Eric apparaît au moment précis où je m'enfonce dans mes pensées, sa présence étant un point d'ancrage silencieux. « Tu es distante ces derniers temps », dit-il, l'inquiétude palpable dans sa voix. J'esquisse un sourire, dissimulant la tempête qui gronde en moi. J'ai beaucoup de choses en tête. Il fronce les sourcils, mais n'insiste pas. J'apprécie cela. Au lieu de cela, il devient mon oreille attentive, écoutant le récit de ces petites anomalies, les flirts discrets, les coups de fil secrets, les contradictions dans leur version. Je parle avec précaution, choisissant des mots qui laissent qu'en planer le doute sans trop en dévoiler. Eric hoche la tête, m'offrant un soutien silencieux, et pendant un instant je me sens moins seule dans cette tempête qui gronde. Je me mets à suivre leurs pas, à relier des points qui m'étaient auparavant invisibles. Un déjeuner dont on n'a pas parlé, un message qui disparaît dès que j'entre dans la pièce, les regards furtifs qu'ils échangent quand ils pensent que je ne les vois pas. Chaque découverte aiguise ma détermination. Mon chagrin se mue en une colère sourde et calculée. Je ne veux pas exploser. Je veux de la précision. Les conversations avec les personnes qui m'entourent, même celles qui semblent anodines, voisins, collègues, amis qui, sans le savoir, me distillent des bribes de vérité, deviennent essentielles. Je pose des questions anodines, j'observe leurs réactions et je note mentalement chaque incohérence. J'apprends la patience, la stratégie, et je comprends que les apparences peuvent être trompeuses. Ce soir-là, tandis que Daniel rit d'une histoire que Lina raconte, je reste assise en silence, observant, absorbant la scène. Leurs sourires ne sont que des masques, et je vois clair maintenant au-delà. La prise de conscience que j'ai vécue au milieu d'illusions me donne la nausée, mais elle m'excite aussi. Je ressens un frisson dangereux, celui qui accompagne la certitude de détenir la vérité, tandis que tous les autres se complaisent dans le mensonge. Je commence à élaborer des stratégies discrètes pour les démasquer. Rien d'ostentatoire pour l'instant, juste des graines semées dans l'esprit de leur entourage, de douces incitations qui, avec le temps, démantèleront le récit soigneusement construit qu'ils ont tissé. J'imagine leur surprise lorsque le château de cartes s'écroule, et je savoure l'instant en silence, en secret. Avant de me coucher, j'envoie un message à Eric, bref et énigmatique, juste assez pour le tenir au courant, sans l'impliquer. C'est une façon de nous rassurer tous les deux, un accord tacite pour lui confirmer que je ne suis ni perdue, ni impuissante. Allongée dans l'obscurité, je repasse en boucle leurs sourires, leurs rires, la cruauté insidieuse dissimulée derrière des paroles polies. Je me souviens de l'amour auquel j'ai cru et le pleure un instant, mais je ne m'y attarde pas. Mon esprit est plus vif désormais. Je suis plus calme et pourtant plus forte. La tempête de la trahison fait rage autour de moi, mais intérieurement, je reste sereine, méthodique et résolue. Demain, me dis-je, ce sera le premier pas. Non pas sous le coup de la colère, non pas dans la précipitation, mais avec lucidité et stratégie. Les sourires qui dissimulent les mensonges se heurteront bientôt à la vérité, et je serai prêt. La lueur de mon ordinateur portable était plus crue que la lumière du soleil dehors, comme si elle pressentait la vérité qu'elle allait révéler. Mes doigts tremblaient, tandis que je tapais le mot de passe de Daniel, le cœur battant la chamade, les paumes moites. Je n'aurais jamais imaginé faire une chose pareille, m'introduire dans l'intimité de quelqu'un, mais le désespoir nous pousse tous à commettre des actes audacieux. Et ce que j'ai découvert, c'était pire que tout ce que j'avais craint. Les emails s'empilaient comme des cadavres dans une morgue silencieuse. Des comptes secrets, des voyages auxquels je n'avais jamais été invitée, des conversations dégoulinantes de mensonges. Son infidélité était flagrante, et pourtant, les mots n'étaient nan que la surface. En dessous, je voyais les plans, les complots pour me ruiner, m'humilier, effacer mon existence comme si je n'avais jamais compté.
Ma poitrine se serra. L'air était lourd, saturé de trahison, et je restai un instant sans pouvoir respirer. Je me suis enfoncée dans le fauteuil, fixant l'écran, tentant de comprendre ce tourbillon d'émotions. La tristesse m'a submergée la première, une vague dévastatrice qui menaçait de m'engloutir. Puis la rage a suivi, vive et dévorante, consumant le chagrin jusqu'à brouiller ma vision. L'incrédulité me tordait les entrailles. J'avais envie de hurler, de jeter l'ordinateur portable à l'autre bout de la pièce, de faire ressentir au monde entier la trahison que j'éprouvais. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas, je devais réfléchir, je devais survivre à cette tempête d'émotions. La voix d'Éric parvint doucement à travers la porte, douce mais insistante. « Hé, ça va ?» Je n'ai pas levé les yeux. Ma voix était fragile, un murmure brisé. J'ai trouvé des choses que je n'aurais pas dû trouver. Il s'approcha, les mains dans les poches, prudent, assuré. Tu veux me dire quoi ? J'ai hésité, la gorge nouée. Pouvais-je lui confier la vérité crue, les horreurs que j'avais découvertes ? J'ai légèrement secoué la tête. Pas encore. J'ai besoin de réfléchir d'abord. Éric acquiesça, comprenant sans insister. Parfois, le moment idéal n'est pas maintenant. C'est quand on a toutes les cartes en main. J'y réfléchis longuement, cette logique s'entrechoquant dans mon esprit en proie à la fièvre. Et si attendre ne faisait que leur permettre de me faire encore plus de mal, lançai-je sèchement, bien que je reconnaisse à peine ma propre voix. Ils ne peuvent te faire de mal que si tu les laisses faire, mais si tu attends, si tu regardes, alors ce seront eux qui tomberont dans le piège. Ces paroles s'enfoncèrent en lui comme des graines dans une terre fertile. J'ai hoché la tête, le souffle court, sentant un calme étrange remplacer la tempête. J'attendrai. La patience était une force, et j'avais l'intention de l'utiliser. Le lendemain, Lina apparaissait comme l'incarnation de l'innocence, rayonnante d'une perfection soigneusement mise en scène. Sourire, rire, caresse délicate sur le bras de Daniel, tout était exécuté à la perfection, comme si le monde entier assistait à une pièce de théâtre. Je la regardais, l'estomac noué par un mélange amer de fascination et de dégoût. Chaque rire forcé, chaque clignement de ses yeux me confirmait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle se nourrissait de tromperies et je venais de découvrir toute l'étendue de son talent. Je me suis surprise à l'observer, à l'étudier comme on étudie un prédateur. Combien de temps avais-je ignoré les signes subtils ? Sa façon de détourner les conversations, les petits regards qu'elle lançait à Daniel quand elle pensait être seule. Chaque petit geste, désormais amplifié par mon esprit, devenait la preuve de la façade soigneusement construite qu'elle avait érigée. Cette nuit-là, je me suis retrouvée seule, à esquisser mentalement les contours de leurs mensonges. Courriels, conversations, interactions sociales, autant de pièces d'un puzzle. Et moi qui m'étais sentie impuissante, je voyais désormais la possibilité d'orchestrer la révélation de la vérité. Non pas de façon imprudente, non pas avec une colère aveugle, mais avec précision. Il ne s'y attendrissait pas. Ma vengeance ne serait pas un cri. Ce serait un murmure, un lent délitement qui les laisserait sans défense, exposés au monde qu'ils avaient tenté de contrôler. J'imaginais les scénarios, la surprise sur le visage de Daniel lorsqu'un message soigneusement divulgué tomba entre de mauvaises mains, la confiance vacillante de Lina, dont le sourire était pourtant bien rodé, tandis que les rumeurs de leurs mensonges se répandaient, d'abord subtiles, puis impossibles à ignorer. Chaque détail, chaque issue possible, je les enregistrais précieusement dans ma mémoire, tel un registre mental de cause à effet. Et malgré tout, j'ai ressenti une étrange libération. Je n'étais plus victime de leurs machinations, plus aveuglément blessée par leur trahison. J'avais vu la vérité et avec elle la clarté, la tempête de tristesse.
et de rage s'était apaisée, laissant place à une flamme de détermination calme et constante. Je compris que le karma n'avait pas besoin de mon intervention. Les mensonges étaient autodestructeurs. Mais le timing, c'était à moi de le maîtriser. La patience serait l'épée que je brandirais, l'observation le bouclier qui me protégerait. J'attendrais, j'observerais, et quand le moment serait venu, la toile qu'ils auraient tissée autour de moi se retournerait contre eux. Et tandis que je fermais mon ordinateur portable pour la nuit, j'ai murmuré dans l'obscurité d'une voix calme et résolue. Le karma est patient, moi aussi. Et quand le moment viendra, ils ne le verront pas venir. L'air était imprégné d'un parfum raffiné et d'une odeur plus âcre, la jalousie. La fête battait son plein quand je suis entrée, mes talons claquant sur le marbre. Le rire de Lina résonna dans la pièce, trop vif, trop forcé, et le sourire satisfait de Daniel semblait prêt à lui fendre le visage en deux. Ils frimaient, exhibant leur bonheur comme un trophée que je ne posséderai jamais. « Ah, vous nous honorez enfin de votre présence », dit Lina, les yeux pétillants de ce mélange exaspérant de fausse chaleur et de venin dissimulé. J'ai souri poliment, inclinant la tête comme si leurs paroles m'avaient à peine effleurée. « Je ne le raterai pour rien au monde », ai-je répondu d'une voix calme. Au fond de moi, mon cœur battait la chamade, partagé entre la fureur et l'impatience. Chaque mouvement, chaque rire, chaque sourire en coin, je l'enregistrais discrètement. Daniel se vantait de leur fiançailles imminente, tissant des mensonges avec une telle désinvolture qu'ils en devenaient presque crédibles. Lina se pencha vers moi et me murmura quelque chose qui le fit rire à mes dépens. Éric, immobile près de la table des boissons, croisa mon regard et me fit un léger signe de tête encourageant. Je savais qu'il me soutenait, me rappelant subtilement de rester patiente. « N'agis pas trop vite », semblait dire son regard. « Le timing est crucial. » Au fil de la soirée, leurs failles commencèrent à apparaître. Une insulte maladroite, un lapsus sur des voyages secrets et des appels clandestins. Je notais tout, alimentant silencieusement une archive mentale qui allait bientôt causer leur perte. Les invités déambulaient autour de nous, inconscients de la tempête silencieuse qui grondait derrière leurs sourires. « Tu as été si silencieuse ce soir », murmura Lina en passant, sa voix douce mais empreinte de condescendance. Pas du tout contrariée. Je lui ai rendu son sourire, lent et maîtrisé. « Je profite de la fête », ai-je dit, laissant les mots flotter dans l'air. Chaque syllabe était soigneusement pesée. Elle n'imaginait pas à quel point j'avais méticuleusement enregistré chaque sourire trompeur, chaque murmure sournois. Plus tard, Daniel s'est approché de moi, tentant de me coincer par un charme forcé. « Tu seras ravi demain, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, l'arrogance dans sa voix étant imperceptible pour lui seul. « J'ai hâte », ai-je répondu d'un ton égal et neutre. Intérieurement, je savourais la tempête qui allait éclater. Ils n'imaginaient pas que la façade parfaite qu'ils avaient érigée était déjà en train de s'effondrer entre mes mains. À la fin de la soirée, mon carnet, numérique et discret, était plein. Chaque mensonge, chaque cruauté sournoise, chaque vantardise y avait été consignée. La foule s'estompa derrière moi tandis que je partais, mais la tension persistait comme un bourdonnement sourd dans ma poitrine. Dehors, Éric s'est mis à marcher à mes côtés. « Tu as bien joué ce soir », dit-il doucement. « Demain, ils ne sauront pas ce qui leur arrive. » J'ai esquissé un sourire, une légère courbe comme le premier relâchement d'un ressort tendu à l'extrême. « Patience », ai-je murmuré. « Demain, tout change. » Les lumières de la ville scintillaient sur les vitres de la voiture, tandis que nous nous éloignions. Dans ma tête, je repassais en boucle chaque instant, chaque mot, chaque rire forcé. La fête de fiançailles approchait à grands pas et, pour la première fois depuis des semaines, je me sentais maîtresse de la situation. La nuit avait été longue et tendue, mais elle avait atteint son but.
Demain, les masques tomberaient. La pièce scintillait sous les lustres de cristal, le doux murmure des conversations et le tintement des verres emplissaient l'air. J'ajustais ma robe, chaque détail parfait, ma posture impeccable. C'était la soirée de Lina, ses fiançailles avec Daniel, et pourtant, d'une certaine manière, c'était aussi la mienne. Lina monta sur la petite scène, les projecteurs illuminant sa coiffure impeccable. Ses doigts tremblaient en tenant ses fiches de discours, mais son sourire était radieux. « Merci à tous d'être présents ce soir », commença-t-elle d'une voix douce et préparée. « Daniel, tu es tout pour moi. Je ne peux imaginer ma vie sans ton amour et ton soutien. » Les invités applaudirent poliment. Le sourire de Daniel était large, confiant, insouciant. Je réprimai un sourire en coin, laissant son orgueil m'envahir. « Et à mes amis, » poursuivit Lina en balayant la pièce du regard. « Merci d'avoir toujours été là. J'ai traversé des épreuves, mais maintenant, avec Daniel à mes côtés, tout est parfait. Parfait. » Ce mot planait comme un mensonge que je pouvais presque goûter. Parfait? J'en avais la preuve, soigneusement dissimulée dans mon téléphone, dans mon esprit. Chaque tromperie, chaque trahison, chaque secret que Daniel croyait enfoui. Ce soir, il ne resterait pas caché. Les applaudissements retombés, je me suis levée. Non pas sur scène, mais dans la foule, la voix calme et posée. Lina, c'était inspirant, ai-je dit, un sourire poli aux lèvres, mais le regard perçant. Il est rare de voir quelqu'un parler avec autant d'assurance de choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Un frisson parcourut la pièce. Lina se figea, une rougeur lui montant au cou. Le sourire de Daniel vacilla, d'abord subtil, puis se crispa. « Je vous demande pardon ?» balbutia-t-elle, les mots se balançant. « Oh, je voulais juste dire... » C'est impressionnant comme tu sais raconter des histoires avec autant de conviction, dis-je en sortant mon téléphone. Je ne voudrais pas que tes invités ratent des détails, cependant. Tu vois, Daniel, ce discours... Je marquai une pause, faisant défiler ce que j'avais préparé. N'est pas tout à fait exact. Certains d'entre nous tiennent des registres plus précis que d'autres. Le silence se fit dans la pièce. Les invités se penchèrent, piqués par la curiosité. Le visage de Daniel pâlit légèrement. Les mains de Lina tremblaient. J'ai souri chaleureusement, innocemment, mais les faits étaient calculés. Par exemple, ces voyages que tu as prétendu être uniquement professionnels, Daniel, c'est fou comme les courriels, les reçus et les messages peuvent donner une toute autre image. J'ai laissé la question s'éterniser, laissant les murmures se propager. « Tu mens !» siffla Lina, la voix désormais tranchante, son masque se fissurant. « Pas du tout, » ai-je répondu doucement, d'un ton presque familier, comme si nous parlions de la pluie et du beau temps. Juste des preuves corroborées. Vous avez été sacrément minutieux dans vos mensonges, je dois l'admettre. Mais ce qui est fait dans l'ombre finit toujours par se savoir, n'est-ce pas ? Daniel serra les dents. Il regarda autour de lui, cherchant des alliés dans les visages stupéfaits de ses amis. Certains chuchotaient, d'autres les dévisageaient. Mon téléphone vibra dans ma main. Rappel concernant les documents, les captures d'écran, tout était prêt. Une invitée, quelqu'un dont je savais qu'elle avait douté de la perfection de Lina, se pencha en avant. « Est-ce vrai ?» Sa voix tremblait, l'incertitude teintant chaque syllabe. J'ai hoché la tête discrètement. La vérité finit toujours par parler d'elle-même, ai-je dit. Inutile de faire des révélations fracassantes. Parfois, laisser les preuves parler d'elles-mêmes suffit. Lina perdit tout son sang-froid. « Vous ne pouvez pas !» s'écria-t-elle. « Tout le monde sait que nous sommes... Tout le monde le saura bien assez tôt. » L'interrompis-je d'un ton calme, mais définitif. « Et Daniel ? Votre fierté face à ces paroles, charmant. Mais l'orgueil sans contrôle peut aveugler même les plus intelligents. » Un murmure s'est transformé en vague. Des questions, des conversations à voix basse,
des ragots qui se propageaient comme une traînée de poudre. J'ai vu les visages se transformer. Admiration, choc, doute. Et en moi, une douce chaleur réconfortante agrandit. Maîtrise, ordre, justice, ni vengeance, ni cruauté, juste la vérité qui enfin triomphe. Éric, à quelques pas de là, a croisé mon regard. Son hochement de tête discret a suffi à me convaincre. Il m'avait prévenu, soutenu, et maintenant, il était témoin du résultat. J'ai expiré lentement pour me calmer. La nuit allait se poursuivre. Lina bafouillerait, Daniel s'embrouillerait et les invités bavarderaient longtemps après que la musique se soit éteinte. Mais moi, j'avais renversé la situation sans élever la voix, sans avoir besoin de crier ni de me battre. Intelligence, patience, calme, voilà mes armes. Alors que les verres se levaient et que les conversations reprenaient, je restais en retrait, téléphone à la main, observant le chaos que j'avais orchestré avec un sourire discret. Lina évitait mon regard, le masque de Daniel se fissurait, et le monde semblait enfin avoir retrouvé son équilibre. Et ce soir, leur fiançailles était Mdotemasen. Ce matin-là, la maison avait une atmosphère différente. L'orage était passé, mais son écho persistait. Les pièces vides semblaient vibrer du poids des vérités enfin révélées, et pourtant, un silence presque sacré régnait. Je me déplaçais dans les espaces avec la délicatesse du verre, prenant soin de ne pas briser cette immobilité. Dehors, le monde continuait son cours, indifférent, mais à l'intérieur, tout avait changé. La voix de Lina brisait parfois le silence, éraillée et tremblante. Elle errait dans les couloirs en marmonnant, ses mots à moitié formés, mi-accusateurs, toujours repliés sur elle-même. Je ne m'arrêtais pas pour l'écouter, bien que je sente la morsure de son désespoir comme un faible écho. Daniel s'était barricadé dans son bureau. Il ne criait pas, ne se mettait pas en colère. Il fixait simplement son reflet dans la vitre de la fenêtre, la paranoïa s'insinuant aux confins de son esprit. Je pouvais presque entendre les rouages de sa pensée tourner, comploter, craindre, se demander qui le trahirait ensuite. J'aurais dû ressentir du triomphe, je suppose. C'est ce que tout le monde attendait de moi. La satisfaction d'avoir été vengée, le triomphe, voire la cruauté. Mais je ne l'ai pas ressenti. J'avais le cœur léger, presque vide, mais pas de chagrin. C'est l'absence de chaos, le calme après la tempête, qui m'a apporté la clarté. Je suis allée à la fenêtre de mon ancienne chambre et j'ai regardé la lumière du soleil inonder le jardin. Les roses que j'avais plantées l'année précédente étaient toujours en fleurs, intactes. Leur persistance me rappelait que la vie continuait, quelles que soient les épreuves endurées. Éric apparut discrètement derrière moi, tenant 2 tasses de café. Il en posa une sur le rebord de la fenêtre et ne dit rien tout de suite, me laissant savourer l'étrange sérénité du matin. « Elle s'effrite », dit-il doucement, presque dans un murmure. Je ne me suis pas retournée. « Oui », ai-je dit d'une voix neutre mais calme. « Mais je ne ressens rien. Pas vraiment. »« C'est bien là le problème, » répondit-il. « Tu as survécu et maintenant tu peux choisir comment vivre. Le chaos des autres n'a plus d'emprise sur toi. » J'ai fini par le regarder. Son regard était fixe, rassurant, la seule présence qui semblait inébranlable. J'ai alors compris que survivre n'était pas une question de vengeance. Il ne s'agissait pas de les voir souffrir, mais d'apprendre, de trouver la force de se reconstruire. Du couloir parvint le son doux et dissonant des pleurs de Lina. Je fermai les yeux. Un instant, un pincement de culpabilité tenta de surgir, mais je le repoussai. Sa souffrance était la conséquence logique de ses choix, tout comme la paranoïa de Daniel était le fruit de sa propre duplicité. Il n'y avait là aucune victoire morale, aucune satisfaction dans la cruauté. Seulement la vérité, renvoyée en retour, inflexible. Je suis allée au salon et me suis enfoncée dans le fauteuil qui avait toujours été mon refuge. L'odeur familière du tissu, les coussins usés, la douce lumière du matin.
Tout cela me donnait l'impression de retrouver une vie que j'avais presque perdue. Je me suis autorisée à respirer, pleinement, profondément, sans le poids de la colère qui m'oppressait. Eric m'a rejoint sur le canapé, sa présence calme et rassurante. Au début, nous n'avions pas besoin de mots. Le silence était réconfortant, presque apaisant. Puis il a dit « As-tu réfléchi à la suite ?» J'ai hoché la tête lentement. « Oui, j'y pense constamment, mais ça ne me paraît plus insurmontable. Ça me paraît possible. » Il esquissa un sourire qui n'exigeait rien mais offrait son soutien. « Bien, c'est ce dont tu as besoin, de possibilités, pas de vengeance, pas de justice, pas de preuves. Juste la vie. » Cette idée m'envahit, douce et réconfortante. Je compris combien de temps j'avais été prisonnière de la colère et du chagrin, combien de temps j'avais laissé leurs mensonges dicter chacune de mes pensées. Le cycle était enfin terminé, et à sa place s'était installé un espace, l'espace pour penser, respirer, bâtir une vie à mon image. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir, où les cris de Lina s'étaient estompés dans un silence tremblant. La porte du bureau de Daniel restait close, une barrière entre lui et le monde qu'il avait trahi. Et moi, pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une paix inhabituelle. Ce n'était ni bruyant, ni spectaculaire. Pas de pluie de confettis, pas de déclaration triomphante. Juste le silence, juste ma respiration, juste la prise de conscience que j'avais survécu, que j'avais retrouvé mon équilibre, et que la tempête ne me contrôlait plus. Eric a tendu la main et a posé doucement la mienne sur la sienne. « Tout ira bien », a-t-il dit. J'ai souri, un petit sourire sincère, des lèvres qui avaient presque oublié comment se dessiner en toute honnêteté. « Je le serai », ai-je murmuré. Et pour la première fois, j'y ai vraiment cru. Dehors, le soleil montait dans le ciel. Les ombres se déplaçaient dans le jardin, illuminant les roses d'une brillance que je n'avais jamais remarquée auparavant. La vie avançait, inexorable et patiente, attendant que je m'y engage pleinement. Je le ferais, je le devais, et cette fois, je le ferais à ma façon. La maison était enfin silencieuse, hormis les faibles bruits du monde extérieur. Mais en moi, il y avait du bruit, de l'espoir, des projets, des rêves, et cela, je le comprenais, était bien plus puissant que n'importe quelle tempête qu'il pourrait en déchaîner. Je n'aurais jamais imaginé qu'emménager dans une nouvelle ville puisse donner l'impression de se débarrasser d'une vieille peau étouffante. L'air est plus frais, ici, comme si le monde lui-même m'autorisait à respirer à nouveau. Mon nouvel appartement est petit, mais il est à moi, et rien que ça, c'est libérateur. Chaque objet que je déballe, les livres, les photos, même la simple tasse à café, me donne l'impression de toucher du doigt une vie qui est enfin la mienne. Je range mes affaires lentement, délibérément, comme si je marquais chaque recoin d'une promesse que je me faisais. Je ne serai plus jamais la même. Le travail m'absorbe, mais plus de la même manière angoissante et obsessionnelle qu'avant. Désormais, je me consacre à des projets qui éveillent ma curiosité plutôt que mon appréhension. Chaque succès, même modeste, renforce mon sentiment croissant de compétence et d'indépendance. Je recommence à tenir un journal, y consignant des pensées que j'avais coutume d'enfouir sous la colère et le désespoir. Certains soirs, en relisant mes écrits, j'ai presque l'impression d'entendre l'écho de mon ancien moi s'estomper, remplacé par une personne plus sereine, plus calme et infiniment plus confiante. Eric vient souvent me voir. Au début, c'est réconfortant d'avoir un visage familier dans un nouvel endroit, quelqu'un qui me regarde sans jugement ni attente. Peu à peu, nos conversations s'approfondissent. Nous parlons de rêves, d'erreurs passées, de petites victoires discrètes et des absurdités du quotidien. Et, entre deux éclats de rire autour de tartines brûlées et de longues promenades dans les rues bordées d'arbres, une intimité timide se tisse. Je ne la précipite pas,
Je ne la catégorise pas. Elle se construit doucement, lentement, et je suis libre de l'accepter. Parfois, des nouvelles me parviennent, des bribes de la chute continue de Daniel et Lina. J'entends parler de leurs projets ratés, de leurs humiliations publiques et de leurs relations tendues. Dans une autre vie, j'aurais peut-être éprouvé de la satisfaction, voire même de la jubilation. Mais à présent, je ne ressens qu'une reconnaissance silencieuse. Leurs malheurs ne me définissent plus, et je ne laisse pas leurs ombres obscurcir ma lumière. Je comprends enfin que ma paix repose sur mes choix, et non sur leurs échecs. Je savoure les petits gestes symboliques qui me rappellent le chemin parcouru. Une lettre d'un ancien mentor, manuscrite et encourageante, repose sur ma table de chevet. Des photos de mon premier week-end en solitaire ornent le mur du salon, chaque cliché immortalisant un instant que je me suis approprié. Je célèbre discrètement mes réussites personnelles, mener à bien un projet ambitieux, maîtriser une recette que je croyais autrefois impossible, terminer un roman en un temps record. Chaque triomphe témoigne de ma résilience, une petite mais tangible marque de renaissance. Il y a des jours où la solitude s'insinue sans prévenir, mais j'ai appris à l'affronter sans crainte. Je remplis ces moments de réflexion, de créativité, de bienveillance envers moi-même. Et dans cet espace, je découvre un rare sentiment de plénitude. Ma vie n'est plus le reflet de ce que j'ai perdu, elle est la création de ce que j'ai choisi. Un soir, tandis que les lumières de la ville scintillent sur le fleuve sombre, Eric et moi marchons en silence. Je sens une présence chaleureuse et rassurante à mes côtés, et je comprends que c'est ainsi que devrait être la vie. Calme, paisible, pleine de promesses plutôt que prisonnière du passé. Nous nous arrêtons un instant, et je lève les yeux vers les étoiles qui percent la lueur urbaine. Pour la première fois depuis des années, je ne me sens ni trahie, ni blessée, ni piégée. Je me sens indéniablement, profondément vivante. Le chapitre de ma vie qui a débuté par la tromperie et le chagrin se referme doucement, laissant place à un autre que j'écris moi-même. J'ai survécu, certes, mais plus encore. J'ai grandi. J'ai appris la patience, le discernement et la force subtile d'un triomphe discret. Dans le silence entre les épreuves et la guérison, j'ai puisé ma force. Dans la paix entre la peur et la liberté, je me suis retrouvée. Et dans cette nouvelle vie, entourée des choix que j'ai faits et des étapes que j'ai franchies, je comprends enfin. La renaissance n'est ni un événement spectaculaire, ni une révélation publique. Elle est discrète, persistante et profondément personnelle. Ce sont les petits pas que j'avance chaque jour, le courage de prendre soin de moi et la patience de laisser le passé là où il doit être, derrière moi. Je me réveille sous la lumière du soleil qui inonde mon petit appartement, chaude sur ma peau et indifférente aux années perdues dans le chagrin et la colère. La ville bourdonne doucement par la fenêtre ouverte, un son que j'ai appris à chérir. Ni fort, ni chaotique, juste vivant. Pour la première fois depuis des années, j'ai le sentiment d'être maîtresse de ma vie. L'appartement, modeste et un peu encombré par les plantes que j'ai obstinément cultivées, est comme un sanctuaire. Tout ce qu'il contient m'appartient. Ni dette, ni mensonge, ni illusion. J'enfile mes baskets et sors pour ma promenade matinale. Les rues sont calmes, l'air vif, et l'odeur du pain frais d'une boulangerie voisine me parvient comme une invitation. Je m'arrête, ferme les yeux et inspire profondément. Depuis combien de temps n'ai-je pas savouré ces petits plaisirs? Chaque pas est comme une douce rébellion contre le passé, une affirmation que je n'en suis plus prisonnière. Dans un minuscule café niché entre une librairie et un fleuriste, je commande un cappuccino et m'installe près de la fenêtre. La vapeur s'échappe de ma tasse, tandis que j'observe les passants, leur vie croisant brièvement la mienne. Je ne les envie pas, et je ne me sens pas invisible. Je me sens ancrée.
Je me sens vivante. La barista me sourit lorsque je la remercie, un petit geste, mais qui me fait réaliser que mon monde est enfin assez sûr pour accueillir la gentillesse sans méfiance. Bien sûr, les vieux souvenirs refont surface. Les mensonges habiles de Daniel, les sourires venimeux de Lina, ils surgissent sans prévenir, au moment où je m'y attends le moins. Je vois leur visage dans les traits d'un couple croisé au loin, j'entends des bribes de leurs paroles dans les conversations d'inconnus. Un bref instant, je sens la vieille rage me ronger. Mais elle ne me domine plus. C'est comme contempler l'ombre de ma vie d'avant. Elle existe, certes, mais elle ne peut entamer l'espace lumineux que je me suis créé. Je souris à cette prise de conscience. Plus tard dans l'après-midi, Eric appelle. « Tu as l'air plus léger », dit-il en plaisantant. « Ou est-ce simplement que ton obsession pour la vengeance est officiellement terminée ?» Je ris sincèrement, un rire qui m'est même étranger. « Tu me connais trop bien », je réponds. Son rire se mêle au mien par-delà le fil et je ressens une chaleur qui n'a rien à voir avec la nostalgie. C'est de l'amitié, solide et authentique, de celle qui ne repose ni sur le drame ni sur le mensonge. Le travail est exigeant mais stimulant. Les nouveaux projets me poussent à me dépasser. Et je trouve une grande satisfaction à respecter les délais, à savourer de petites victoires qui me sont propres. Mes collègues remarquent le changement en moi, une confiance sereine qui a remplacé l'incertitude tremblante qui m'enveloppait autrefois comme un voile. Même mon voisin, qui me lançait des regards étranges, me salue maintenant d'un signe de tête enjoué auquel je réponds sans hésiter. Chaque petite interaction me rappelle que le monde n'est pas hostile. Il faut simplement du courage pour l'habiter pleinement. Bien sûr, je rencontre des difficultés. Les réunions sociales sont parfois gênantes. Au début, il faut naviguer dans des cercles inconnus avec des conversations polies et des sourires mesurés. Les échéances professionnelles approchent et parfois, je sens le spectre de mon ancienne anxiété ressurgir. Mais j'affronte chaque obstacle avec une détermination tranquille, une patience que je n'avais jamais eue lorsque j'étais consumée par la vengeance. La différence est subtile, mais profonde. Je ne suis plus impulsive, je suis réfléchie. Ce soir-là, je m'assieds près de la fenêtre, un journal sur les genoux. Je sors une photo de mon ancienne vie, celle que j'ai laissée derrière moi dans un tourbillon de trahison. Un instant, je la fixe, ressentant une pointe d'émotion qui n'est ni tristesse, ni nostalgie, juste une prise de conscience. Avec précaution, je la repose. J'allume les lettres que j'ai conservées au fil des ans, les confessions, les avertissements, les bribes de souvenirs douloureux, et je les regarde se courber et noircir, la fumée s'élevant comme un signal que le passé a enfin trouvé le repos. Dans le calme, je sens mon cœur, fort et serein. J'éprouve une paix véritable, authentique et sans condition. Je sens les prémices d'une véritable indépendance. S'épanouir seul ne signifie pas la solitude. Cela signifie prospérer à ma façon, découvrir qui je suis sans besoin de validation ni de vengeance. Et dans cet épanouissement, je réalise que je suis devenue plus forte que jamais. La jeune fille qui tremblait autrefois sous le poids du mensonge avance désormais avec assurance dans sa propre vie, ne portant que des leçons et non des cicatrices. Demain apportera son lot de défis, de nouvelles incertitudes, mais je sais que je suis prête. J'ai enfin trouvé la liberté à laquelle j'aspirais, et dans cette liberté, je suis pleinement, magnifiquement vivante. Le soleil matinal filtre doucement à travers les rideaux, baignant la pièce de douces teintes ambrées. Pour la première fois depuis des mois, je ne ressens aucune angoisse, aucune tension palpable. Le chaos du passé, les mensonges de Daniel, la méchanceté de Lina, les nuits blanches à comploter, me paraît désormais lointain, comme une tempête que j'ai traversée sans plus jamais avoir à la craindre. Mon téléphone vibre sur la table et je le regarde distraitement, sans rien attendre. Le message est bref, presque banal.
Des rumeurs sur la chute professionnelle de Daniel, des murmures sur l'isolement social de Lina, leur vie autrefois si brillante qui s'effrite silencieusement. Je le lis 2 fois, puis je repose mon téléphone, envahi par un calme profond. Aucun triomphe, aucune jubilation. Juste la paix. Je réalise que je suis sortie du tourbillon qui m'a engloutie. Leur chute n'a plus d'importance, car je ne suis plus liée à eux, ni émotionnellement, ni mentalement. Je me dirige vers la petite boîte en bois que j'ai précieusement conservée, celle qui renferme des vestiges du passé. Des photographies, des lettres, de vieux mots et de minuscules souvenirs qui, jadis, avaient une immense valeur sentimentale. Chaque objet évoque un souvenir. Le rire qui masquait la tromperie, la cruauté désinvolte dissimulée derrière les sourires, les moments de doute qui ont failli me briser. Je prends la première photographie, un cliché de nous 3 ensemble, et la laisse s'attarder entre mes mains. Puis, délibérément, je la dépose dans le feu. Les flammes lèchent les bords, réduisant le papier en fragments noircis. Un à un, les lettres et les souvenirs suivent. La fumée s'élève dans les rayons du soleil, emportant non seulement le papier, mais aussi des années de douleur, de ressentiment et de souffrance silencieuse. Éric s'appuie contre l'encadrement de la porte, silencieux, observant. « Ça va ?» demande-t-il d'une voix douce, presque prudente. Je me retourne et esquisse un sourire, l'expression douce et sereine plutôt qu'amerte. Mieux que ça, j'admets. Je crois que je suis enfin libre. Il hoche la tête, comprenant dans ce silence plus que les mots ne sauraient en l'exprimer. Nous restons assis ensemble ensuite, partageant un petit déjeuner simple, parlant de tout et de rien. La météo, nos petites ambitions, les plaisirs ordinaires qui prennent une dimension extraordinaire après avoir traversé une tempête. La conversation est fluide, naturelle, et une intimité subtile s'installe entre nous. Une confiance douce qui n'existait pas auparavant. Je la ressens dans sa façon d'écouter vraiment, et dans ma capacité à parler sans réfléchir, sans me protéger. Peut-être, me dis-je, avec une lueur de tendresse, est-ce le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'authentique, de quelque chose d'intact, préservé de toute trahison. Plus tard, je me retrouve à flâner dans les rues tranquilles de la ville, un café à la main, la lumière matinale se reflétant sur les vitres et les pavés. Mon reflet dans la vitrine du café me surprend. Une femme marquée par le chagrin et la fureur, certes, mais aussi par la résilience et la lucidité. Je parle doucement, presque pour moi-même, en repensant au chemin parcouru. Les mensonges qui m'ont profondément blessée, les nuits passées à ourdir ma vengeance, les moments où j'ai failli sombrer dans la rage. Et puis, la révélation. Cette douleur n'a jamais été éternelle. Le chagrin ne m'a pas définie. La trahison, aussi amère soit-elle, a forgé en moi une force insoupçonnée. Quand je rentre chez moi, le soleil est haut dans le ciel et répand sa chaleur dans la pièce. Assise près de la fenêtre, les mains autour d'une tasse fumante, je me permets de respirer pleinement, profondément, sans hésitation ni culpabilité. Le monde me paraît plus léger, le poids du passé s'étant dissipé. Je ne suis plus un pion dans leur jeu, plus prisonnière de leur chaos. Mon bonheur m'appartient, je peux le façonner. Éric me rejoint sur le canapé et pose nonchalamment son épaule contre la mienne. Ce contact est familier, réconfortant, et pourtant, il porte en lui la promesse subtile de quelque chose de plus. Je le regarde, et dans ses yeux, je vois le reflet d'une compréhension mutuelle, d'un soutien tacite, de la possibilité d'un amour sans mensonge. Je me permets de sourire, pleinement, sans retenue. Ce soir, je dormirai sans repasser en boucle les conversations, ni ressasser d'éventuelles trahisons. Ce soir, je me reposerai en ayant surmonté les épreuves et en étant ressortie plus forte, plus sage et indéniablement entière. Le passé est une histoire close.
L'avenir, eh bien, il m'attend, vierge de toute influence extérieure. Et cela, je crois tandis que je contemple le ciel du soir, se parer de douces nuances de rose et d'or, est la victoire la plus satisfaisante de toutes, la reconquête de ma vie, de ma paix, de ma joie. Sans théâtre, sans spectacle public, sans besoin de vengeance. Juste une paix et une sérénité profonde.